Je ne me souviens pas de la suite. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit ou de la manière dont j'ai quitté son bureau. Je sais juste que j'ai été me rincer la bouche dans les toilettes. La majorité des femmes qui ont témoigné dans ce dossier racontent exactement le même procédé. Il invitait une jeune femme, alors qu'il connaissait quelquefois même pas, qui voulait devenir journaliste, par exemple, souvent. Il lui disait « venez voir à 20h ». Et puis il arrivait, il était assez grossier, c'est-à-dire qu'il disait à peine bonsoir, il s'occupait de son courrier. Et puis quand il avait fini, la secrétaire partait, et quand il avait fini son courrier, il sautait dessus. Il sautait sur la femme qui était là. Patrick tourne autour de moi en chaussettes dans son bureau. L'heure a avancé, le TF1 est complètement vide. Et à un moment, il m'attrape par derrière et me fait chuter de ma chaise. Et nous nous battons sur la moquette. Puis, sans que je le voie venir, j'ai senti sa langue dans ma bouche et sa main dans mon soutien-gorge. Je l'ai repoussé. Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est justement essayer de faire comprendre aux hommes ce que c'est l'agression. Il y a quand même dans l'idée de certains hommes que c'est pas si grave. Une femme, elle sait ce que ça fait, elle sait la fracturation que ça représente. Il y a un truc que Julia Foy dit très bien, c'est le viol, c'est presque le crime parfait. Vous tuez personne, mais vous tuez quelqu'un. Et ça compte aussi. Il y a tout un panel d'histoires et de récits qu'on applique aux femmes qui parlent, qui les rendent inaudibles. Autant la manipulation que l'agression m'ont révolté, mais aussi la légèreté avec laquelle mon récit était pris. Il suscitait des rires et des blagues. J'étais très blessée qu'on ne tienne pas compte de moi. Aujourd'hui, on est, je dis 90, on est près d'une centaine à parler. Ça devient quand même très très compliqué de dire que c'est parole contre parole. Amis du café, amis de la justice, aujourd'hui de la justice, amis de la parole qui se libère, bonjour, nous sommes au poste, pour un au poste spécial assez délicat, je dois vous le dire, à mener aujourd'hui à Anouk Aubert, qui est libraire à Nice, librairie Les Parleuses, à qui il est arrivé une mésaventure étrange autour de sa devanture quand elle a reçu l'autre invitée, Hélène Devinck, journaliste, scénariste, qui publie ce livre absolument saisissant, Impunité, aux éditions du Seuil, qui a été publié en fait cet automne, autour du silence qui ment et des violences non pas policières mais sexuelles, et des viols et des agressions sexuelles et de la difficulté pour les victimes à se faire entendre et surtout à obtenir justice. C'est parti, bonjour à vous deux. Bonjour David. Bonjour Hélène. David. Bonjour Anouk. Je disais en introduction, je suis tout chose. Je sais pas comment mener cet entretien, je vous le dis franchement. Je vais faire de mon mieux. J'ai été extrêmement touché par Impunité, le livre qui est sorti cet automne. Je dois confesser que j'en avais pas entendu parler. Alors là, je sais pas comment j'ai fait parce qu'en fait, il y a eu des articles partout, mais j'en ai entendu parler quand Anouk a eu des problèmes avec sa librairie et que Hélène, vous en avez parlé. On va rentrer dans les détails. Bonjour mesdames, vous dit Roland. Kaof vous dit bonjour Hélène et Anouk. J'étais sûr que Kaof serait là. Eurial, bonjour Anouk et Hélène. Kaof nous dit le livre d'Hélène Devinck est un véritable uppercut dans la tête. Merci à elle, merci aux femmes qui témoignent. Force à elle et force à nous. Abat le patriarcat. Bah, ça commence bien. Voilà. Il y a un message qui est passé. Il y a un message qui est passé. Qui est passé. J'ai une petite introduction, Hélène, que je vais donner, et puis après on va vous écouter toutes les deux. Il y a les agressions, les faits prescrits, les classements sans suite, la parole que la justice feint souvent d'écouter. Et il y a PPDA, la puissance intouchable, un système qui se met en place, le silence qui ment. Alors le silence qui ment, c'est une phrase de Victor Hugo que vous citez, que j'ai honteusement repris pour le titre, parce que je trouve ça magnifique cette phrase, le silence qui ment. Dans Impunité, Le Seuil, Hélène Devinck, journaliste et scénariste, raconte comment elle et une vingtaine de victimes sont parvenues à fracasser le mur du silence, comment leur solitude éparpillée se sont faites bloc. Hélène est accompagnée à un petit mug. Oh, au moment... Ah oh là là, vous avez pris le café, vous avez vu le contraste? Incroyable. Hélène est accompagnée d'Anouk,
Eh bien, Anouk, à Nice, on sait ce que c'est que la lumière. Voilà. Anouk est accompagnée, Hélène est accompagnée d'Anouk, libraire à Nice, le 9 décembre. Alors que Darmanin Gérald était en ville, dans cette bonne ville de Nice, la devanture de vos parleuses, votre librairie, fraîchement décorée par les colleuses. Il y avait des collages qui sèment l'impunité, récoltent la colère, victime on vous croit, violeur on vous voit, Sophie on te croit. Votre librairie s'est vue recouverte de bâches noires, alors que Hélène était venue 2 jours avant faire un débat chez vous. Voilà, donc ça veut dire que la parole des femmes, c'est pas pour tout de suite. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour David, ça va très bien. Super. Est-ce que la Parler présentation, d'impunité, c'est toujours super. est-ce que la présentation est correcte? Absolument, il y a quelque chose qui me touche dans ce que vous dites, David, c'est parce que il ne vous aura pas échappé que vous êtes un homme et que souvent ces sujets, on a l'impression que c'est des sujets de femmes, qu'il n'y a pas d'hommes dans l'histoire, qu'il n'y a pas d'hommes autour, que c'est les femmes qui doivent prendre la parole, que c'est les femmes qui se battent, que c'est les femmes qui en parlent entre elles. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est justement essayer de faire comprendre aux hommes ce que c'est l'agression. Et c'est très difficile parce que, David, vous ne risquez pas de vous trouver dans les situations dans lesquelles nous nous sommes toutes trouvées. Bah écoutez, c'est très simple. On va commencer par la page 77, parce que c'est celle-là en fait qui m'a fait basculer. Ouais. Pour les hommes qui lisent ce livre, je me suis beaucoup demandé, écrivez-vous, comment leur faire ressentir ce qu'a vécu Chloé avec le doigt. Le doigt entré dans son vagin. Je n'ai pas trouvé de solution. Les femmes ont immédiatement une sensation quand on évoque un doigt dans un vagin. Cette sensation n'est pas transposable. Ça n'est pas une question de talent ni de puissance d'évocation. En revanche, un pénis dans la bouche, si vous êtes un homme, vous devriez pouvoir ressentir quelque chose. Techniquement, ça peut vous arriver, même si vous êtes un hétérosexuel qui n'en a jamais fait l'expérience, vous devriez pouvoir vous faire une idée. Et après, vous expliquez ça pour expliquer l'effet de sidération, on va y venir. Ce passage-là, Hélène, chapeau. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est très difficile de transmettre ce qu'on a vécu, non seulement parce qu'effectivement les sensations sont pas les mêmes et que il y a quand même dans l'idée de certains hommes que c'est pas si grave, que voilà le corps des femmes, les frontières qu'on peut poser quand quelque chose rentre à l'intérieur de notre corps, c'est pas si grave. Une femme, elle sait ce que ça fait, elle sait la fracturation que ça représente. Et ensuite, voilà. Après, il y a des choses qui sont aussi pas transposables parce que un homme n'est pas menacé. C'est-à-dire que même si vous étiez menacé, David, vous avez l'éducation qui vous permet de dire non facilement, de rigoler, alors que nous, on a appris à être gentil et bien élevé, et ça compte aussi. C'est-à-dire que le système que je décris à TF1 était un système profondément discriminatoire. C'est-à-dire quand on était une jeune femme, qu'on arrivait dans la rédaction, condition d'y arriver, parce que je raconte aussi toutes celles qui ne sont pas là, on n'avait pas les mêmes chances qu'un homme qui rentrait dans la rédaction, à cause d'un prédateur et à cause d'un système. Oui, parce que, alors je ne l'ai pas dit tellement ça me semblait évident, j'ai des notes autour de PPDA, c'est évidemment de lui dont on parle, mais au-delà de lui, en fait, c'est un système d'ailleurs, parce que vous évoquez d'autres personnes dans la hiérarchie de TF1 qui n'étaient pas en reste, question agression sexuelle et viol présumé. Mais ce que vous racontez, en fait, vous le racontez pour toutes les femmes. Dans toutes les pour couches, tous les hommes aussi. et pour tous les hommes aussi, oui, bien sûr. Anouk, prenez la parole quand vous voulez. Hein. Oui, non, mais j'écoute. Enfin, moi, le mot qui me semble fondamental dans ce que Hélène vient de dire et dans ce qu'on peut lire dans ce livre, c'est le mot système. Et je crois que tant qu'on ne réfléchit pas à ce système qui est décrit et qui est latent dans toutes les strates de la société. Là, Hélène parle de TF1, mais alors, ce qui nous semblait important avec Maud quand on a lu ce livre, c'est effectivement, ça décrit le fonctionnement d'une entreprise, ça décrit un nombre de gens au courant qui est quand même surréaliste, quoi. Vous avez, enfin, Hélène l'écrit très bien, une directrice d'école de journalisme qui envoie pas ses stagiaires à TF1. C'est sa chère femme. Filles. Oui. C'est pendant des années. Enfin, on parle pas d'un truc qui se passe pendant. Enfin,
c'est quelque chose de connu, de reconnu. Enfin, quand vous en parlez maintenant au comptoir, on dit: «Ah bah, PPDA, il est comme ça, tout le monde le sait». Mais enfin, ouais, tout le monde le sait, personne ne dit rien, quoi. Ça fait 30 ans qu'il y a un type qui fracasse des vies, parce qu'il y a un truc que Julia Foyce dit très bien, c'est le viol, c'est presque le crime parfait. Vous tuez personne, mais vous tuez quelqu'un. Et ça, c'est quand même un problème. On est 52% de femmes dans le monde. Il faut que ça s'arrête de nous traiter comme une minorité. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que si moi je participe à l'émission avec Hélène, au-delà de l'affection que je lui porte, c'est parce que ce qu'on fait nous dans notre librairie tous les jours, c'est de dire aux femmes, d'une, vous avez le droit de dire bah moi aussi, en fait, et on est beaucoup qui disent moi aussi tout le temps, avec un spectre effectivement qui est très large. Mais le moi aussi, il est tellement automatique maintenant. Enfin, moi je cherche la femme de mon entourage qui me dit bah moi rien. Bah j'en ai pas. En fait, j'ai 40 balais et j'en ai croisé des femmes dans ma vie. J'en ai pas une qui me dit bah moi j'ai pas vécu un truc que j'ai pas choisi. On a toutes vécu un truc qu'on a subi. Mais Donc, est-ce que vous posez la même question aux hommes? Est-ce que tu as agressé une femme? ah bah avec certains, oui, j'ai passé la soirée avec un ami hier qui est en pleine prise de conscience, qui est hyper violente pour lui, hein, encore une fois. Je crois pas ni que l'objectif d'Hélène ni le mien ce soit de tirer à boulet rouge sur les hommes. Au contraire, c'est de penser que les hommes ont tout à gagner là-dedans, parce que la représentation de notre société de ce qu'est être un homme, c'est ultra limité. Et franchement, parfois, ça me fait de la peine pour vous, quoi. Vous n'avez pas beaucoup de manières de vivre, quoi. Vous devez ressembler à des espèces de caricatures qui doivent être pénibles, quoi. Enfin, je lui dis ça vu de ma fenêtre de femme. Mais il y a des moments, franchement, être un mec, quel sacerdoce, quoi. Bon, être une femme, c'est pas rigolo, hein, mais Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. oui, enfin, dans certaines strates Dans de la certaines société, strates, ouais. j'en doute pas, mais moi, j'ai 2 filles qui sont à l'école primaire et je suis déjà édifiée de ce qu'elles vivent, quoi. Elles ont Mais 4 et 7 ans et elles ont intégré des trucs, en 20 ans, il s'est rien passé. Entre mon passage à l'école et maintenant, et, voilà. et, Elles ont et, toujours pas de place dans la cour, quoi. et parmi les lecteurs ou les lectrices, enfin parmi les lecteurs d'impunité, est-ce qu'il y a des hommes ou vous vendez que à des femmes, vous, dans la librairie? Et vous, Hélène, quand vous faites des rencontres, il y a que des femmes ou il y a aussi des hommes? Alors, il y a une majorité de femmes, hein, c'est très, très clair, mais il y a aussi des hommes. Et quand je suis allée signer chez Maud, aux Parleuses, à Nice, il y avait quand même pas mal d'hommes dans la salle. Alors, il y a aussi que les hommes, ils parlent plus que les femmes. C'est-à-dire quand il y a 3 hommes et une dizaine de femmes, on entend plus les hommes. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, au début de l'émission, je me suis dit, merde, je fais que parler, faut que je me taise. Mon intro est trop longue. Voilà. Non, mais par exemple, moi je sais que une fois, dans un cinéma, je présentais mon film, et il y a un exploitant d'une salle de cinéma qui a dit on va donner la parole à un homme, puis à une femme, puis à un homme, puis à une femme. Au début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette fabrication? Et en fait, eh ben, c'est vachement bien parce que effectivement, on partage beaucoup plus la parole, parce que sinon, il y a le phénomène que vous venez de dire, Hélène. Il y a aussi que je raconte cette histoire se passe à TF1. Il y a le TF1 de PPDA, donc il est parti depuis 13 ans maintenant. Oui. Et puis il y a le TF1 d'aujourd'hui. Et le TF1 d'aujourd'hui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de conscience et c'est une boîte, c'est un boys club, quoi. Et ça se voit encore. Alors, il faut quand même commencer par là. Votre livre, c'est une déambulation avec des dames qui vont devenir, des femmes qui vont devenir vos amies finalement, qui sont avec vous, voilà, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, pour certaines de viols, qui ne se connaissent pas, qui vont raconter des scènes extrêmement similaires sur un laps de temps extrêmement long, ce qui veut dire qu'il y a quand même un souci. C'est autant de témoignages concordants de gens qui ne se connaissent pas, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même? Alors, c'est pas seulement des femmes qui ont vécu des agressions, qui vont du harcèlement à l'agression au viol. Oui. C'est aussi des femmes qui, spontanément,
quand l'affaire est sortie, quand Florence Porcel a porté plainte et quand Patrick Poivre d'Arvor et ses amis ont occupé les médias pour dire que non, jamais rien, c'était des menteuses, des folles, qu'il s'était rien passé et que c'était un homme charmant, etc. Tout un discours qu'on entend à chaque fois qu'un homme est accusé. Chacune de notre côté, on a pris notre téléphone, on a trouvé le numéro des enquêteurs et on les a appelés pour raconter ce qui nous était arrivé. Donc, c'est pas seulement, il y a beaucoup de femmes qui se sont manifestées plus tard ou qui ne se sont pas manifestées. C'est pas seulement les agressions qui ont été extrêmement nombreuses. Le premier témoignage que j'ai, c'est 1981. Et le dernier, 2016. Donc, ça fait quand même plus de 40 ans, près de 40 ans. 81, c'est Antenne 2, hein. C'est ça qui est un... 80, il était à Antenne 2 et ensuite dans tous les endroits où il a travaillé, il a fait la même chose. Et donc chacune avec notre petite histoire, on est venu la raconter aux enquêteurs. Et il se trouve que ces histoires se ressemblent au mot près, au geste près. C'est-à-dire que chacune de nos histoires dessine ce qu'on appelle le mode opératoire d'un prédateur, qui a très très peu de variations. Et nous, on s'est rencontrés à partir du moment où, alors certaines s'étaient déjà contactées sur les réseaux sociaux, et moi j'ai témoigné publiquement dans le monde. Et donc une fois que mon nom a été rendu public, elles m'ont contactée. Ce qui fait que la première fois qu'on s'est vus, on était 7. Et ça a été une révolution pour nous toutes. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie, cette histoire qu'on croyait isolée et seule, enfin, je peux pas dire que je me croyais absolument seule à avoir eu des problèmes avec lui, hein. Mais enfin, pour une fois, on pouvait parler en sécurité. Et ça nous était jamais arrivé. Et ensuite, tout le combat on l'a mené ensemble. Et c'est ça notre force. Parce qu'aucune d'entre nous, seule, n'aurait eu la moindre chance de se faire entendre. Nulle part. Elle aurait été pulvérisée, comme il l'a fait au début avec Florence Porcel, c'est-à-dire folle, menteuse, salope, qui veut de l'argent. Enfin, il y a tout un panel d'histoires et de récits qu'on applique aux femmes qui parlent, qui les rendent inaudibles. Notre force, c'est qu'aujourd'hui, on est, je dis 90, on est près d'une centaine à parler. Et donc, entre la parole d'un homme, Patrick Poivre d'Arvor, et des dizaines de femmes qui racontent chacune la même histoire, ça devient quand même très très compliqué de dire que c'est parole contre parole. Je donne des noms. Agathe, Alexandra, Aline, Amandine, Anouk, Armelle, Astrid, Aude, Béatrice, Bénédicte, Camélia, Camille, Candice, Cécile, Céline, Chantal, Charlotte, Chloé, Claire, Clémence, Diane, Elisabeth, Élodie, Émilie, Emmanuel, Florence, Héloïse, Isabelle, Joséphine, Julie, Justine, Karine, Laetitia, Lorraine, Lisa, Maïté, Margot, Marie, Marion, Mathilde, Monique, Muriel, Nora, Pauline, Stéphane, Stéphanie, Sonia. C'est quelques noms que vous citez, page 250. Oui, ça c'était quand j'ai fini le livre, c'est-à-dire l'été dernier. Depuis, la liste s'est encore beaucoup rallongée. Vous avez parlé de mode opératoire. Le mode opératoire, c'est ce que vous appelez le coup du plateau. Je vous raconte le coup du plateau ? Soit je lis votre livre, soit vous le racontez, mais c'est peut-être mieux de vous entendre. Mais sinon, c'est pas 63. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des femmes qui ont témoigné dans ce dossier racontent exactement le même procédé qu'il a fait donc dans toutes les rédactions où il est passé, c'est-à-dire à France 2, à TF1 et ensuite, je crois, à Radio Classique. Il invitait une jeune femme, alors qu'il connaissait quelquefois même pas, parce qu'elle lui avait juste écrit une lettre, envoyé un manuscrit, ou alors qu'il avait croisé dans un salon littéraire, ou alors qui croisait dans le train. Là, une femme qui n'était pas de la rédaction, en tout cas, qui voulait devenir journaliste, par exemple, souvent. Il lui disait « Venez voir à 20h ». La femme arrivait, on l'a installée au fond du plateau, sur une petite chaise derrière les caméras. Donc elle voyait Patrick Poivre d'Arvor faire son journal. Il arrivait à la dernière minute, il lisait ses lancements.
qu'en général, il n'avait pas écrit. J'en sais quelque chose parce que je les ai écrits pendant 2 ans. Et puis le journal se terminait Les et il lancements, partait. c'est les petits textes que lit Texte du présentateur. du présentateur, voilà, c'est ça. Voilà. Et Patrick Poivre d'Arvor disparaissait. Une assistante venait chercher la femme qui était là, qui était un peu gênée parce qu'il n'avait pas dit bonjour, il n'avait pas dit au revoir, il n'avait pas fait un signe de reconnaissance. Donc on ne sait pas très bien où se mettre, elle est toute seule. Et donc l'assistante venait la chercher, la montait dans son bureau et disait Patrick va vous rejoindre. Donc la femme était toute seule dans le bureau à attendre. Lui, il faisait ce qu'on appelle la conf critique, c'est-à-dire la conférence qui suivait le journal très rapidement. Et puis il arrivait, il s'occupait il était assez grossier, c'est-à-dire qu'il disait à peine bonsoir, il s'occupait de son courrier. Et puis quand il avait fini, la secrétaire partait, et quand il avait fini son courrier, il sautait dessus. Il sautait sur la femme qui était là. Alors, il y en a qui ont réussi à sortir sans gros dommages, enfin, qui ont été très choqués et qui sont partis. D'autres qui ont été violés. Mais c'est toujours la même histoire. C'est ce qu'on appelle le coup du plateau. Voilà, comme dit Anouk, un système. Alors, vous Il y a un expliquez... système que tout le monde voyait, c'est-à-dire les femmes n'étaient pas cachées. Alors maintenant, les gens disent ah oui, mais on ne savait. Alors la rédaction, après le 20h, il n'y a plus personne à TF1. Donc quand Patrick Poivre d'Arvor arrivait dans le bureau, la rédaction était absolument désertée. Donc certains disent oui, mais on ne savait, puis on n'était plus là, on ne pouvait pas savoir. Il n'empêche que ce ballet de femmes jeunes, un peu intimidées, qui était plusieurs fois par semaine au journal, tout le monde le voyait. Et personne ne s'est posé de questions. Il y a même, alors je ne veux pas les accabler, mais il y a même quand même 2 assistantes qui ferment la porte régulièrement Et qui ferment les prennent les yeux. rendez-vous, qui ferment la porte. Alors est-ce qu'elles ont fermé les yeux? J'en sais rien. Aujourd'hui, il y en a une qui travaille toujours avec lui. Les 2 disent que bien sûr, c'est pas possible. Il n'empêche qu'elles étaient là. Elles ont un rôle particulier dans cette histoire, oui, certainement. Et d'une certaine manière, ça rappelle la série et le film sur Roger Ailes, le patron de Fox News. Notamment, il y a une série remarquable sur... et il y a vraiment je trouve des similitudes de ces hommes de médias pleins de pouvoir et qui se comportent en bulldozer. Alors PPDA, il s'explique dans votre livre, et puis après on va aborder la question du combat que vous avez mené. Alors, quand le major, alors le major, c'est celui qui va tout vous écouter, qui a un rôle extrêmement important dans votre histoire et donc dans votre livre, mais qui va quand même, si j'ai bien compris, à un moment donné, devoir ficeler son enquête parce qu'il est muté ailleurs. Vous ne dites pas d'ailleurs si ça aurait été mieux qu'il reste pour continuer l'enquête. C'est l'impression qu'on a en vous lisant, non? Ça, la police a sa DRH. Je ne peux pas savoir ce qui serait passé s'il était resté. En tout cas, il nous a reçus et il nous a reçus plutôt bien. Et lui, il a résumé nos témoignages. Donc, il a eu, son téléphone a sonné non-stop. Il a eu 23 témoignages en 2 mois, on va dire, qu'il a résumé en disant que c'était un prédateur sexuel qui abusait de sa notoriété et qui se comportait, qui avait aucune tentative de séduction et qui se comportait avec cruauté avec les femmes qui osaient refuser ses avances. Il se comportait aussi avec cruauté avec celles qu'il avait violées. Je peux en témoigner. Quand le major a interrogé Patrick Poivre d'Arvor, écrivez-vous, sur mon cas, il a convenu avoir eu une relation sexuelle avec moi à son domicile. Il a casé l'événement juste avant que je devienne son assistante et non à la fin de notre collaboration. Ce changement de date avait 2 fonctions stratégiques. Il diminuait le lien de subordination puisque, selon lui, je ne travaillais pas encore exclusivement pour lui, et il laissait croire que j'avais accepté de coucher pour avoir le job. Ça faisait de moi une pute, une salope arriviste. Le mythe de la promotion canapé est toujours là pour servir les hommes et pour dénigrer les femmes au travail. Un mythe qui justifie le rejet social de la femme hiérarchiquement inférieure et la valorisation de l'homme au pouvoir, même quand l'histoire est parfaitement désirée. On parle dans son dos à elle, on l'évite à la cantine. Le groupe accable la femme, jamais l'homme.
pense que ça vient de. Enfin, j'ai voulu tordre le cou à cette idée de promotion canapé parce que quand j'ai commencé à parler, il y a beaucoup de gens qui me disaient ah oui, mais moi j'en connais celle-là, vraiment, elle couche, elle a réussi à avoir des promotions comme ça, c'est une vérité, ça existe, etc. Moi, c'est pas ce que j'ai vu quand voilà. La promotion canapé, c'est vraiment le terme qui discrédite les femmes et jamais les hommes. Mais je crois que ça vient d'un fondement très très profond qui est qu'un homme, plus il affiche sa sexualité, plus il a du prestige, et qu'une femme, il faut qu'elle la cache parce que si elle affiche sa sexualité, elle est sanctionnée socialement. Ça, c'est l'espèce de fond de sauce sur lequel se développe ce stigmate de la promotion canapé. Là, en l'occurrence, Patrick Poivre d'Arvor, c'était même pas il y avait peut-être il y avait pas de promotion canapé, c'est-à-dire qu'il se servait et derrière voilà, il fallait se débrouiller avec ça et la seule solution, c'était de se taire en fait. C'est-à-dire que toutes celles qui ont parlé et il y en a qui ont parlé tout de suite. Il y en a une, elle avait 16 ans, c'était une lycéenne. Elle a été violée dans son bureau. Elle a voulu le dire à ses parents, elle ne savait pas comment faire. Donc elle a été voir un journaliste incroyable de Minutes qui a fait un article qui s'appelait Un satire à TF1. Il raconte son histoire. Si je puis me permettre, Hélène, là sur Minutes, c'est le seul moment du bouquin où je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous trouve assez gentil vis-à-vis de Minutes. C'est quand même un journal d'extrême droite. Parce que les parents de cette jeune femme lisaient ce journal-là. Non, ça ils ont le droit. Voilà. Mais quand vous décrivez Minutes, c'est un détail, c'est une connerie. Mais quand vous décrivez Minutes, je suis d'accord avec vous. C'est quand même un sale journal. Mais il n'empêche que c'était un journal diffusé nationalement qui racontait un viol de lycéenne à TF1 par un homme grand, voûté, avec un peu de calvitie, qui présentait un présentateur vedette, et que personne n'a bougé. C'est-à-dire, on le reconnaissait, Patrick Poivre d'Arvor. Son nom n'était pas cité, mais on le reconnaissait. Et ça n'a eu aucun effet. Et cette jeune femme, donc les parents de cette jeune femme, ont compris qu'il s'agissait d'elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmenée voir un psy, pas pour savoir si elle était blessée, pour savoir si elle n'était pas folle pour raconter un truc pareil. C'est-à-dire que personne ne l'a cru. Et il y en a d'autres qui ont parlé. Seule, aucune femme ne pouvait dire quoi que ce soit. Et se taire, moi je me suis tue complètement. C'était être saine d'esprit. Et on s'est toutes tues. Parce qu'il n'y avait aucun endroit où parler. C'est-à-dire on parlait, on était fracassés. Patrick Poivre d'Arvor a ajouté que je n'étais pas farouche, je cite. Un gibier farouche, écrivez-vous, c'est celui qui ne se laisse pas apercevoir, celui qui fuit au moindre signe de danger. Pour ne pas être violé, demandez-vous, les femmes devraient avoir peur d'étaler devant les hommes et vivre dans la mâchoire bien serrée de la domination masculine triomphante, se défendre d'une accusation de viol en remettant en cause la vertu de la victime est un poncif éculé. Alors je pense que les femmes qui lisent ça sont réconfortées. Et les gars comme moi, j'avoue, j'avais jamais pensé ça comme ça. Je veux dire, je l'avais jamais. Pour ne pas être violé, les femmes devraient avoir peur d'étaler devant les hommes pour l'interrogation et vivre dans la mâchoire bien serrée de la domination masculine triomphante. David, moi j'ai grandi à l'époque de la libération sexuelle, c'est-à-dire on nous a appris que justement, moi j'avais pas peur des hommes, j'avais l'impression d'avoir les mêmes chances, d'être égale, j'ai fait des bonnes études, je travaillais énormément, la question des violences sexuelles, finalement dans ma vie elle apparaissait quasiment pas, ou en tout cas on n'en parlait pas. Et il fallait être, et tant mieux, on avait la contraception, on avait l'avortement, on avait l'impression d'avoir une vie qui nous permettrait une liberté sexuelle qui en réalité s'est retournée contre nous. C'est-à-dire que moi j'ai jamais prétendu être une nonne. J'ai vécu avec mon époque. Et ça c'est ce que Patrick Poivre d'Arvor essaye de retourner, en disant voilà que on est toutes ou des menteuses ou des salopes. Alors, il faut dire que vos plaintes n'ont pas abouti pour la plupart d'entre vous. Hein. Vous avez été classés sans suite. On a été classés sans suite, presque toutes pour prescription.
Et Florence Porcel a été classée sans suite pour insuffisance de preuves, ce qu'on appelle insuffisamment caractérisée. Donc, elle s'est portée partie civile, ça veut dire qu'il y a une instruction qui est ouverte sur ces viols. Mais le problème, c'est que, et ça c'est un problème que la France a avec les tueurs en série aussi, avec tous les criminels en série, c'est que on a pris chacune de nos histoires et on les a séparées. C'est-à-dire que la justice a regardé, elle a dit « Ah bah celle-là elle est prescrite, celle-là elle est prescrite, celle-là elle est insuffisamment caractérisée ». Sauf que la valeur de nos témoignages, il est en groupe. C'est-à-dire c'est toutes nos paroles qui disent une vérité. Chacune est vraie, mais l'ensemble devient incontestable. Et ça, la justice ne sait pas s'en saisir. Anouk, est-ce que vous voulez réagir ou pas? Ou peut-être que vous lisez le chat, vous pouvez réagir au... Non, je lis le chat et j'ai vu, enfin, là, vous allez parler de Sambre bientôt, Oui. qui je pense va faire un très bel écho là maintenant. La justice ne sait pas et je crois qu'il y a une histoire de volonté politique. Enfin, c'est pas... Enfin, quand là, on n'arrive pas à voir un système et à dire, bah, aujourd'hui, il faut qu'on ait face à... L'histoire d'Hélène et de toutes ces autres femmes, c'est l'équivalent de Epstein ou de Weinstein aux États-Unis. C'est un système organisé. Et Sambre, enfin, je l'ai fini ce week-end avec La Nausée. J'ai lu ça, Nos absentes de Lorraine Descartes. Enfin, tous les livres que vous pouvez lire sur ces sujets expliquent comment le système fonctionne. Il y a un refus de prendre au sérieux la parole des femmes, de croire d'emblée la femme, on la met en cause d'emblée sur... la femme a envie de raconter qu'elle a été violée ou agressée pour se rendre intéressante. C'est dans l'imaginaire collectif, c'est à tomber par terre quand on a eu le problème avec la police et qu'on nous a couvert la librairie. Un des policiers présents, appartenant à la police nationale, a réalisé déjà qu'Impunité était un livre, l'a pris en photo, donc il est passé quand même à travers beaucoup de choses, ce monsieur, et puis il n'a quand même pas pu s'empêcher de me dire, avec une espèce de désinvolture, mais qui était puante, quoi. Ouais, enfin bon, PPDA, ça va, il a quand même été beau, du fric, il n'a pas besoin de violer. Mais à quel moment, en fait, et ça a à voir... les violeurs, c'est pas des pauvres noirs, quoi. Enfin, c'est dramatique d'avoir ces représentations-là, et elles sont tenaces. Elles sont tenaces. Ce qui est intéressant, et c'est dramatique. C'est ce mot, le besoin de violer. C'est-à-dire comme si c'était un besoin. Enfin, où est le besoin de violer? On peut dire quelqu'un qui a faim a besoin de voler parfois, et c'est un critère juridique, la nécessité. Mais le besoin de violer, déjà moi ça vient d'où? Enfin, qu'est-ce que ça dit de l'homme qui dit il a besoin ou pas besoin? Personne n'a besoin de violer. Alors le paradoxe dans votre histoire, c'est que le major, la police va bien vous écouter. D'ailleurs, vous soulignez que vous avez eu plutôt de la chance par rapport à beaucoup de femmes qui ne veulent même pas porter plainte tellement c'est compliqué de le faire, etc. Parce qu'on est mal accueilli, parce qu'il n'y a pas d'écoute, parce que vous êtes immédiatement suspecte et non plus victime, etc. Vous êtes plutôt bien reçu par quelqu'un qui monte le dossier, qui justement a une vision périphérique, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a un système qui a été mis en place et que c'est pas un cas, c'est pas un cas puis un autre cas puis un autre cas, c'est pas un empilement, c'est un ensemble. Voilà. Pourtant, la justice va pas vous donner raison. Donc, vous parlez de ça. Comment vous expliquez ça, vous? Alors, je vous le dis, c'est qu'ils ont pris ils ont séparé chacune des plaintes. C'est-à-dire, on a reçu chacune une lettre du procureur, ce qui est déjà énorme, nous disant, voilà, il y a prescription, donc c'est un classement sans suite. Mais il a dit aussi ce que Patrick Poivre d'Arvor avait dit. Alors, il l'a dit en termes techniques, juridiques, c'est-à-dire que moi j'ai reçu, il a reconnu la matérialité des faits, mais pas l'intentionnalité. Parce que la matérialité des faits, c'est-à-dire ça veut dire qu'il a reconnu qu'il y avait eu une relation sexuelle, mais il dit qu'il ne m'a pas violée puisque j'étais d'accord. Voilà, ça c'est sa version à lui. Pour d'autres, il n'a pas reconnu l'intentionnalité. En fait, quand il a été interrogé, souvent on lui disait « Est-ce que vous connaissez Madame Machin ?» Il disait « Son nom ne me dit rien ». Et puis après, il lisait sa déposition et il disait « Oh, ce qu'elle raconte est invraisemblable ».
ou vraisemblable en fonction de ce qui. En fait, il se souvenait certainement plus de ces femmes. Nous, on se souvient très très bien de ce qu'il nous a fait. Mais la justice, elle est en panne, pas seulement par aveuglement ou par dogmatisme, elle est en panne aussi par manque de moyens. C'est-à-dire que s'il avait fallu vérifier chacune de nos accusations, etc., elles n'ont pas été faites parce qu'elles sont prescrites. Ça a été fait quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Ça demande énormément de moyens. Et en fait, les dossiers s'accumulent et on classe parce qu'on n'a pas le temps de travailler, parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce qu'il n'y a pas assez d'intérêt pour les victimes. C'est ce que vous écrivez, page 137. Il y a des raisons pragmatiques, l'encombrement, le manque d'un magistrat, les jugements rendus des années après les faits, les audiences jusqu'à minuit, tout manque, le personnel, les moyens, le temps, l'intérêt pour les victimes. Parce que c'est effectivement un livre qui porte beaucoup là-dessus, hein, sur le combat, le combat judiciaire. En fait, c'est un livre qui raconte un an de ma vie à partir du moment où j'ai parlé, Oui. où j'ai parlé publiquement et où j'ai parlé à la justice de mon pays, et tout ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que nous, une fois que la justice nous a dit on peut rien pour vous, on s'est dit voilà, on a parlé. Alors parler, ça veut dire aussi que votre réputation en prend un sacré coup. Hein. C'est pas très agréable à raconter, Bien et sûr. ce qui se passe derrière n'est pas très agréable à vivre. Et donc derrière, on s'est dit voilà, cette histoire, on va la faire savoir, on va la faire connaître. Et donc on a travaillé avec des journalistes. On était toutes, enfin pour beaucoup, on était journalistes, en tout cas au début. Oui. Parce que c'était plus facile de se trouver comme journaliste, mais ensuite il y en a eu de tous les milieux et de tous les horizons. Et donc je raconte comment on a essayé de raconter cette histoire qui nous semblait d'utilité publique. C'est-à-dire que ça raconte comment pendant 40 ans un homme peut être criminel sans qu'il ne lui arrive rien, et il lui arrive encore aujourd'hui rien. Donc la question c'est comment c'est possible, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a raconté à la justice, et qu'est-ce que la justice laisse tomber. Alors sur les effectivement, vous racontez vos rencontres avec les journalistes de Libération, du Monde, de Mediapart, et sur le monde journalistique. Après, je reviendrai sur la justice. Alors non, sur le monde journalistique, on parlera aussi, mais plus tard, du cas incroyable. Du cas incroyable de 7 à 8. Mais sur les journalistes qui ont donc été victimes, dans notre affaire, beaucoup de victimes sont des journalistes, écrivez-vous. L'agresseur est un journaliste. Ceux qui peuvent en parler ou ne pas en parler sont des journalistes. Dans la presse, comme dans l'Église, regarder en face les pires dérives criminelles en son sein n'est pas une chose facile. Est-ce que vous pourrez expliciter un peu ça, l'omerta qui règne dans le monde journalistique ? Je pense que c'est un peu comme dans l'Église, c'est-à-dire que il y a quelque chose de très compliqué à reconnaître que même ceux qui n'ont rien fait sont quand même responsables de quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a été tenus au silence, pas seulement parce que Patrick Poivre d'Arvor était puissant, mais parce que aussi on n'a pas envie que ça arrive. Personne n'a envie que ça arrive. C'est compliqué. Et quand il y a des journalistes qui nous ont contactés et qui ont été absolument infects. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis journaliste et tout d'un coup, je suis devenue source. Sauf que moi, je sais comment je travaille avec mes sources quand je fais des articles. Ça fout un peu les boules de voir comment travaillent les journalistes quand même, hein. Ah ouais, ça fout les boules quelquefois, ouais. Hein, ouais, il y en a qui se comportent très très mal quand même, hein. Il y en a qui trouvent que c'est bien de piétiner leurs sources. Enfin, on reconnaît tout de suite une espèce d'avidité où il y a une déformation professionnelle peut-être, mais voilà, il y a des journalistes à qui on n'a pas voulu parler et on a eu raison de ne pas leur parler. Bon, alors C'est attendez. pas le cas de tous. Alors, on va quand même parler de celui de 7 à 8 parce que là, c'est pas possible. Page 216. Moi, j'ai pas donné de nom. Hein. Comment ?
Non, vous Je avez n'ai pas. je n'ai pas donné leur Non, nom. non, là, on voit la confrérie quand même qui reste, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte là aussi, c'est de voir le. Bon, donc 7 à 8, c'est quand même l'émission, c'est le vaisseau amiral, c'est la puissance totale. Donc voilà le genre de truc. Donc d'abord, vous voyez le sous-chef, je sais plus comment vous l'appelez. Ensuite, le supérieur hiérarchique, le grand chef, le chef intermédiaire. Et donc le grand chef vous dit, on va pas se mentir, Hélène. Vous dit-il, m'a-t-il dit, écrivez-vous, dans une confraternelle complicité, je veux des viols. C'est comme ça que la conversation s'est terminée. Il me parlait à moi, il savait ce qui m'était arrivé, il voulait que je témoigne, et il me dit, voilà, je veux des viols, ça veut dire je veux du sensationnalisme, il veut pas des témoignages, il veut des viols, il veut le moment où une femme raconte comment le type a baissé son pantalon. Voilà, c'est tout. Et cela, il faut pas leur parler. Mais vous reconnaissez, David, vous connaissez les Ah journalistes. bah oui, je les connais. Non, mais je trouve ça bien d'en parler à ceux qui connaissent moins, quoi. Non, mais quand on lit ça, franchement, c'est épouvantable. Mais Non, ce que ce je qui veux se dire, passe. c'est que Alors, à côté, le mec ose le dire à vous. Vous voyez ce que je veux oui. dire? C'est-à-dire que vous avez du répondant, vous avez une surface médiatique. Enfin, d'une certaine manière, l'impunité, elle est là aussi, quoi, je trouve. Bien sûr, absolument. Alors je veux pas non plus, jeter la pierre sur l'ensemble de la confrérie parce que, Ah, il y a aussi des journalistes qui ont été remarquables, hein, absolument. extraordinaires. Si on est là aujourd'hui et si on se parle, c'est parce que, il y a eu des journalistes qui ont travaillé, de façon, absolument, Ah là, c'est Libé qui vous appelle. humaine. Merci de ne pas nous oublier. Après, il y aura Mediapart et ensuite, il y aura Le Monde. Enfin, pas dans cet ordre-là, d'ailleurs. C'est plutôt Le Monde, Libé, Mediapart. Effectivement, Libé avait fait une qui va faire sensation avec vos visages. Vous mettez une condition, c'est qu'il n'y ait pas le visage de PPDA dans le dossier. Vous pouvez expliquer pourquoi? Ça, c'est très important, c'est que ces histoires-là, on les raconte toujours du point de vue de l'homme. Et même moi, quand je racontais au début, il y avait toujours des gens pour me dire, mais il pensait quoi, mais tu crois que, et comment il était, etc. Centrer le récit sur le prédateur, sur le criminel, ça veut dire ne pas voir ce qui se passe pour nous. Et donc, comme Libé avait recueilli nos témoignages de façon très soignée, très longue, et les publier, l'idée, c'était de raconter l'histoire de notre point de vue. Et ce livre aussi, c'est ça, c'est retourner la caméra. C'est-à-dire ne plus raconter l'histoire en faisant d'un héros le criminel, ce qui est le cas de beaucoup de séries et de beaucoup de films. C'est Bien sûr. une narration classique. La narration de notre point de vue, de notre côté, elle est beaucoup plus difficile à imposer. Mais il y a la confrérie des journalistes, et puis après, quand le livre est sorti, il y a eu la confrérie des libraires, et là, ça a été une autre histoire, c'est-à-dire que les signatures dans les librairies ont été des moments extraordinaires d'une liberté de parole, des espaces de parole que j'avais jamais vus ou eu ailleurs. Je sais pas, peut-être que Anouk peut le raconter. C'est-à-dire que quand je suis venue présenter ce livre, j'avais l'impression que les gens qui étaient là, ils étaient là pas pour Patrick Poivre d'Arvor, parce que tout le monde s'en fout de Patrick Poivre d'Arvor, mais parce que ça faisait écho à des histoires voilà, qu'on ne pouvait pas dire. C'est aussi un livre sur le silence, et de partager le fait de ne pas avoir pu dire, ça ouvre un espace de parole extraordinaire. Et là, les libraires ont été formidables. Anouk, je crois qu'elle vous a lancé une petite perche. J'y En vais grande tout de suite. professionnelle qu'elle est, là. Elle retrouve son Oui, plateau oui, de oui. LCI, là. Tac, tac, tac. Alors, ouais. Être entouré de 2 journalistes à presque 10 heures du matin le lundi, c'est impressionnant pour une libraire. Non, mais non, mais je crois que vraiment, moi, je suis pas libraire depuis très, très longtemps, donc j'ai pas non plus un recul sur cette profession. Mais en tout cas, en 5 ans, 6 ans,
je constate que les librairies, certaines, hein, évidemment, deviennent des espaces de résistance contemporaine, quoi. Absolument. Et évidemment arrivent sur des tables, c'est pas pour rien que les femmes victimes de violences avec le spectre dont on parle, hein, utilisent les cris pour parler, parce qu'en fait elles n'ont pas de place pour parler, donc il faut écrire, il faut être lu. Globalement, c'est pas parce qu'on est une librairie féministe, mais dans quand même beaucoup de librairies et dans les rencontres, ce sont des femmes qui se déplacent et pas des hommes. Il y a quelque chose d'un peu caricatural, mais les hommes achètent plus des essais, mais pas les essais féministes, et les femmes achètent plus de romans. Ça aussi, c'est très séparé. Mais moi, j'ai juste derrière moi là ma table un peu féministe, un peu engagée. Et alors, c'est comme ça à vue, mais c'est globalement 98% de femmes qui achètent ces livres-là. Donc, c'est des femmes qui écrivent, lus par des femmes. C'est ultra nécessaire et ultra salvateur pour plein de femmes, mais là, le gros enjeu des années à venir, je crois que c'est d'arriver à parler aux 48% restants. Et voilà, je le répète, je suis persuadée que. Mais après, ils dans vont faire cette- du mansplaining. Ils vont vous expliquer ce que c'est que Mais ça, ils le font Attention, déjà. il y a Donc, danger. ils le font déjà, donc voilà, oui, c'est vrai. c'est déjà en cours. Enfin, Oui. non, mais je crois que voilà, la librairie là prend une place dans la question des violences sexuelles hyper importante, parce qu'on est un espace de liberté. Voilà, on n'a pas le contrôle des journaux. On a, je sais pas, moi j'ai 40 mètres carrés de liberté et elle vaut très cher, cette liberté. Ben oui, bien sûr. Si je peux ajouter quelque chose, c'est dans la genèse du mouvement MeToo. Il faut rappeler, le mouvement MeToo, ça passe par 2 articles. Le premier du New York Times, c'est passé par la presse écrite. Ça a été les premiers articles, c'était sur donc Weinstein, mais il y a une logique à ce que ça passe par la presse écrite et ensuite par le livre, qui est une logique économique. C'est-à-dire que pour la télévision, il faut beaucoup plus de moyens, pour le cinéma, il faut beaucoup plus de moyens, et donc c'est aussi le papier, le récit écrit, qu'il soit dans la presse ou dans les livres, c'était là où il y avait un espace pour que les femmes puissent parler, puisqu'il y avait moins de moyens aussi à déployer. Et d'ailleurs, on le voit avec le mouvement des colleuses, hein, c'est un mouvement alors qui colle effectivement, mais qui écrit à la base. Enfin voilà, ce sont des messages écrits. Ce qu'on a fait nous, c'était de l'écrit aussi. Voilà, je crois que c'est là où on se fait le mieux entendre. Et d'ailleurs, très vite, page 34, Hélène, vous faites un point de vocabulaire avec le terme féminicide, et vous expliquez qu'il y a, en gros, le vocabulaire peut changer la vie. Oui, le vocabulaire peut changer la vie, et il nous manque beaucoup de mots. C'est-à-dire qu'avant, les féminicides, il n'y avait pas ce mot féminicide, on disait crime passionnel. Voilà. Il n'y avait pas de mot pour dire qu'un homme tuait sa femme, il n'y avait pas de mot. C'était un homicide. Crime passionnel, c'était dégueulasse. C'est épouvantable. Comme terme. C'est dégueulasse. C'est- Il l'a tué par il nous passion. manque encore. C'est complètement fou. Mais c'est encore vrai dans plein d'articles, hein, pardon, mais dans les semaines qui viennent de s'écouler, il y a plein d'articles qui encore utilisent des mots qui sont pas acceptables. Alors, faut arrêter de lire Nice Matin quand même. Alors, je ne vous permets pas, nos derniers échanges ont été très tendus avec Nice Matin, donc J'imagine bien. vraiment, on n'est pas très copains. Pas passionnel, quoi. Oui, c'est très passionnel entre nous. Et en fait, à nous. Mais on manque de mots encore. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de nous-mêmes, on dit les victimes. Mais il y a plein de femmes qui n'aiment pas ce mot, qui veulent pas, parce qu'on dit on va vous enfermer dans une position victimaire. Alors, on dit plaignante, mais plaignante, ça veut dire qu'on est allé. D'abord, c'est un peu plaintif comme mot, et puis ça veut dire qu'on est allé parler à la police et qu'on a porté plainte. Toutes n'ont pas porté plainte. On dit accusatrice. C'est exact, mais enfin, ça fait un peu inquisitrice. On dit, et en fait, victime, c'est un mot que seuls les agresseurs reconnaissent. Les agresseurs, ils se disent victimes. Ils disent, nous, on est victimes, alors de hordes de femmes déchaînées, victimes de lynchage médiatique, victimes, etc. Mais nous, on n'a pas du tout envie d'être victimes. Et on n'a pas de mot. On n'a pas un mot qui convient. Alors, parler, d'ailleurs, écrire, en fait, voilà, attendez, voilà, sur le fait d'écrire. Écris-le toi-même. Quelqu'un vous dit, écris-le toi-même, et c'est là où vous faites votre première tribune.
Et là, vous avez, parce que c'est quasiment parfois un livre de philosophie, votre affaire. Des centaines de messages ont déferlé dans les heures qui ont suivi la publication de votre témoignage, qui expliquait ce qui vous était arrivé. Presque tous soulignent les messages, presque tous soulignent mon courage. Ce qui n'était pas sans m'inquiéter, le courage suppose le danger. Quel est le danger à parler? Alors, je l'ai beaucoup sous-estimé, hein. À ce moment-là, j'ai l'impression maintenant, quand j'y repense, que j'étais extrêmement naïve. En fait, ce que j'explique, c'est que il y a une réprobation. C'est-à-dire, personne n'est pour le viol. Personne va vous dire c'est normal, je trouve ça très bien. On est contre le viol, voilà, comme il y a une réprobation sociale. Mais on est aussi contre les femmes qui parlent. Et c'est c'est de la même intensité. C'est-à-dire, une femme qui dit des violences masculines, elle est immédiatement, on se demande pourquoi elle le fait. Ça veut dire que la norme, c'est de ne pas le faire. Et puis, on lui trouve plein d'attributs négatifs et de mauvaises raisons de le faire, qui transforment immédiatement en mauvaise personne. Alors, uniquement, hein, il y a aussi eu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement. Mais je pense, par exemple, à l'affaire Johnny Depp-Amber Heard. C'est-à-dire que Amber Heard a raconté dans un journal qu'elle avait été victime de violences conjugales sans citer Johnny Depp. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il l'attaque en diffamation et elle se fait atomiser sur les murs. Ça devient la personne la plus détestée du monde. Tout ce qui lui arrive à elle, c'est on va dire en énorme ce qui nous est arrivé à nous en plus petit. C'est-à-dire des gens qui vous parlent plus, des gens qui disparaissent, même des amis proches. Et ça, c'est très très blessant. Et puis voilà, des rumeurs, de la calomnie. Parler, c'est s'exposer à la calomnie. Ce que j'imaginais pas à ce point. C'est-à-dire, moi, quand j'ai parlé, je me disais bon bah je dépends plus de la télévision, j'ai plus 20 ans, je suis une femme plutôt installée, et non, rien. Jamais une femme n'est suffisamment solide pour ne pas être calomniée quand elle parle. Le livre aborde plusieurs fois, vous avez plusieurs images. Je laisse aux gens de découvrir les images, mais il y en a une qui revient souvent, c'est celle des couches de papier peint de contes de fées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Les couches Mais de c'est une papier peint. façon de parler de... Ouais, les couches de papier peint de contes de fées qu'on arrache un par un pour essayer de se faire entendre et de montrer ce que j'appelle, je parle du mur troué des violences qu'on a subies. C'est tous les mythes qui font qu'on ne peut pas être entendu. Et c'est des mythes qu'on a intégrés, que les victimes, les femmes, Oui. ont intégrés elles-mêmes, qui les empêchent aussi de parler. C'est pas seulement quelque chose qu'on vous plaque sur la gueule, où on aurait, nous, une vérité. On est complètement imprégné de ces mythes-là. Et c'est... voilà ce que je disais, c'est-à-dire l'idée que c'est un homme charmant, il n'a pas pu faire ça, toute la mécanique est très très lourde, qui vient de millénaires de patriarcat, qui muselle notre parole et qui, une fois qu'on a parlé, font qu'on ne nous entend pas aussi. Aurore, Et j'en attaque une particulièrement, qui est la présomption de consentement. voilà. C'est-à-dire que je pense que si Patrick Poivre d'Arvor a pu faire ça pendant tant d'années, c'est pas qu'on voyait pas ce qu'il faisait, c'est qu'on présumait tout autour que, comme il était riche et célèbre et qu'il avait du pouvoir, toutes les femmes étaient d'accord pour avoir du sexe avec lui, ce qui est totalement faux. Mais tout autour, les gens se disent ah bah oui, s'il arrive quelque chose, c'est qu'elle est d'accord. Et cette présomption de consentement, elle est inscrite quasiment dans la loi, dans le texte. C'est ce que d'autres féministes appellent l'accès au corps des femmes. C'est ça. Et alors, tout ce qui se joue, c'est évidemment la question de la parole et en vis-à-vis celle du silence. Vous écrivez, page 70, comprendre sans... Parce que moi, à l'inverse de lui, je lis les livres. Bien.
Comprendre sans détourner le regard, c'est que ce qui est réellement un viol, c'est accepter que le viol n'existe que grâce au silence qu'il impose. Le premier à le savoir, c'est l'agresseur. Le silence lui assure une tranquille impunité et la permission de recommencer aussi souvent qu'il le veut. Enfermé dans la violence du traumatisme, coincé entre les murs de la honte et de la culpabilité, nous, donc les victimes, nous ne pouvons pas articuler notre détresse. Sa puissance de destruction est amplifiée. Dans un terrible effort pour sortir du piège, on retourne la destruction contre soi, on se tait et parfois on se tue. Et là, vous évoquez deux cas. J'évoque deux suicides. Ce sont des gens, des proches de ces jeunes femmes qui se sont suicidées, qui ont qui m'ont raconté ou qui ont témoigné devant la justice de ce qui était arrivé à ces jeunes femmes. C'est très difficile, il n'y a pas de statistiques, on peut pas savoir. Mais ouais, je pense que quelquefois, quand on est totalement coincé, quand on ne peut pas parler, quand on ne peut même pas comprendre ce qui nous est arrivé, l'agression, là, on retourne ça en autodestruction. Alors ça va jusqu'au suicide, mais ça peut aussi être des scarifications, des dépressions massives, de l'anorexie aussi beaucoup. Alors il y a aussi, alors ça c'est, je l'ai découvert dans votre livre. Il y a un rapport avec les femmes anorexiques qui est très 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 violent. Qui est très violent. Beaucoup des femmes qui ont témoigné étaient anorexiques, l'ont rencontré dans des périodes où elles étaient gravement anorexiques et sont allées vers lui comme un spécialiste de la maladie, il a une fille lui-même anorexique qui s'est suicidée à 19 ans. Et du coup, il se présentait comme un père aimant qui avait compris les ravages de la maladie. Donc elles arrivaient totalement en confiance. Et il a abusé de ça. Et certaines victimes racontent qu'elles ont qu'elles ont subi ces assauts sous le portrait de sa fille, dans son bureau. Alors dans son bureau, il y avait un grand portrait de sa fille anorexique. Et oui, il a violé plusieurs femmes anorexiques sous le regard de sa fille, on va dire. Normalement, on déconne dans l'émission, mais là, on déconne pas. Non, c'est pas drôle, ça. Non, c'est pas drôle. Je reviens à la justice. Il y a la question de... Non, c'est pas drôle. Il y a la question des expertises psychologiques, dont vous dites qu'en fait, ce sont les victimes qui sont soumises au test et pas l'agresseur. Pour savoir... Alors ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que au stade de l'enquête préliminaire, on soumet la plaignante, celle qui vient raconter, à une expertise psychologique. En fait, c'est des tests de mensonge, on va dire. C'est-à-dire qu'on voudrait bien qu'elle mente d'abord. On regarde d'abord si la femme n'est pas folle, si elle n'est pas menteuse. C'est le premier réflexe. Mais c'est le premier réflexe de la justice, c'est le premier réflexe de la société. Ensuite, et c'est un peu, alors là, pour le coup, c'est un peu des tests de... Comment dire, de bonne présentation, quoi. Est-ce qu'elle a l'air crédible, et souvent dans ces expertises, le trauma se retourne contre elle. C'est-à-dire que si les femmes sont psychologiquement perturbée à cause de l'agression, on va dire elle est psychologiquement perturbée, donc elle est pas crédible. C'est des tests de crédibilité. Ensuite, quand ça passe au niveau de l'instruction, là, on fait une expertise psychologique pour les hommes aussi. Mais c'est d'abord les femmes qu'on examine, on va dire. Est-ce que je peux dire une petite chose? Je repense à ça fait partie du livre d'Hélène et de livres d'autres femmes. Il y a un problème dans les moyens judiciaires, mais pour moi, il y a un problème fondamental avec la police. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, je sais bien, mais il y a quand même des choses qui sont demandées aux femmes au-delà de l'expertise quand une femme porte plainte ou quand une femme vient raconter ce qui s'est passé. Il y a des questions qui sont posées aux femmes qui me semblent à réfléchir de la part d'une institution. C'est-à-dire quand une institution demande à une femme qui vient raconter des violences sexuelles qu'elle a subies et qu'on lui demande si elle y a pris du plaisir, si elle a mouillé, si elle a joui,
Je ne comprends pas et on peut me le montrer par A plus B ou voilà. Quel est l'intérêt de cette question? Que vient chercher cette question chez la femme, à part lui remettre le nez dans la violence qu'elle vient de subir? Quand bien même la réponse à, le fait d'avoir un orgasme pendant un viol, la réponse est «oui», donc ça fait d'elle une menteuse. Ou la réponse est non et semble logique puisque c'est de la violence. Donc aujourd'hui, voilà, qui réfléchit à ces interrogatoires? Qui définit ces questions comme nécessaires à la réception d'une plainte pour violence sexuelle ou pour agression sexuelle? Je trouve que là encore, à part un mec pour penser à une idée comme ça, voilà, qu'est-ce que ça vient servir? Qu'est-ce que ça vient, crédibiliser dans le discours, de la femme qui vient raconter ça? Je m'interroge et Hélène n'est pas la seule à avoir pu entendre des choses comme ça. Vous lisez un nombre de récits, c'est exactement la même chose. Quel est le plaisir que vous avez pris dans votre, viol? Et, Voilà, ça est-ce existe. est-ce que vous pensez que si c'était, si ces questions-là étaient données à des enquêtrices, à des magistrates, les choses seraient différentes? Moi, je suis persuadée enfin, il y a, alors c'est pas comparable, mais les études qui sont faites, quand il y a une représentation, plus égalitaire des femmes dans les lieux de réflexion, dans les lieux de décision, bah, les femmes sont plus concernées. Alors c'est peut-être un peu simpliste de dire ça comme ça, mais l'apport, d'un regard de femme, on est construite aussi dans cette société, avec, avec des injonctions, mais un regard de femme nécessairement apporte quelque chose qu'un homme ne peut pas vivre. Enfin, je pensais à cette visio ce matin, j'ai sorti le chien à 22h30 hier soir toute seule. Alors, je me balade dans la rue avec une grosse capuche, on ne sait pas trop de quel sexe je suis. À bientôt 40 ans, j'ai encore mes clés dans la main, toute seule dans la rue. Et je pense que ça, il y a peu d'hommes qui en ont fait l'expérience et il y a peu d'hommes qui calculent leur trajet retour quand voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on s'est construite, avec lesquelles on a appris à considérer de rentrer pas toute seule. Enfin voilà, moi, le premier sexe d'homme que j'ai vu, j'avais quand même que 9 ans et c'est un type qui s'est arrêté à un arrêt de bus. Enfin, je sais pas, ça commence comme ça, quoi. C'est 9 ans, le type, il s'arrête pour se masturber. Bon, bah, je crois pas qu'à 9 ans, mes copains avaient vécu ça. Et j'en suis même sûre que non. Et voilà, nous, on était un groupe de filles de 9 ans et on avait déjà vu un sexe d'homme, Mmh. voilà, dans une voiture, qui s'arrête pour montrer son sexe. Donc je pense que ça, c'est des trucs spécifiquement d'expérience de femmes et de filles. Et, et les chiffres, ils sont édifiants. Moi, à chaque fois, j'ai juste envie de répéter, enfin, depuis qu'on est ensemble, un viol toutes les 7 minutes, un enfant sur 10 qui subit de l'inceste. Enfin, les chiffres, on sait où ça va pas. Moi, il y a des choses dans le capitalisme, on n'a pas de solution parce qu'il n'y a plus qu'un modèle. Donc, je veux bien, depuis qu'on n'a plus le communisme, on ne sait pas. Mais là, il y a des solutions. En fait, on sait ce qui se passe. Donc, il y a à mettre en œuvre. Et ça, s'il y a plus de femmes quelque part dans des endroits décisionnaires ou dans des réflexions autour d'interrogatoires ou dans des... Je crois simplement que ça ne peut qu'être bénéfique pour les femmes victimes de violences. Alors, Qui sont nombreuses. dans votre ouvrage, Hélène, il y a une description donc des faits qui sont épouvantables. La description n'est pas malsaine parce qu'elle est, enfin, pour moi, elle est presque pédagogique. Par exemple, l'effet de sidération. Là, j'ai compris ce que c'était que l'effet de sidération en vous lisant. Par exemple, vous écrivez, page 48, vous êtes sur votre lieu de travail. L'homme est omnipotent. Il vous intimide un peu. Vous respectez son pouvoir. Votre avenir professionnel dépend de lui. Soudainement, brusquement, il fouille l'intérieur de votre sexe. C'est une anomalie qu'aucun cerveau ne peut gérer. Ça, c'est Chloé. Ça vous a touché, interpellé, Evelyne? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est des discussions que j'ai depuis longtemps. C'est pourquoi il y a pas de morsure. Là, je l'ai compris, j'ai lu le passage tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas de réaction. Et quand vous écrivez une fois, 2 fois, 3 fois, ce que c'est que l'effet de sidération, parce que vous avez recueilli les témoignages, mais évidemment, on change de... Je n'ai jamais jugé avant, vous voyez, c'était de l'incompréhension. Voilà, je vais le dire comme ça. Et là, je comprends mieux. Je vous le dis, hein, je devrais peut-être pas le... Je sais pas. Je l'ai compris. Non, je pense que c'est quelque chose qu'on
on a beaucoup de mal à comprendre, mais c'est l'intrusion de la sexualité. Encore, est-ce que c'est de la sexualité, en fait, d'une violence sexuelle euh, dans une situation où ça devrait pas, où on n'est pas préparé pour ça, où on n'a pas envie, où on n'est pas. C'est voilà, il faut le temps de l'intégrer. Le temps de l'intégrer, c'est fini. Et c'est vrai que la sidération, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, mais pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle n'a pas crié, pourquoi elle n'a pas tapé, pourquoi elle ne s'est pas défendue, pourquoi c'est arrivé. Parce qu'on aimerait que la société soit simple et que quand on n'est pas d'accord, on sache le dire. Mais quelquefois, on a tellement peur qu'on ne le dit pas. Et ça a été pour moi quelque chose de très compliqué parce que quand j'ai rencontré les autres femmes, certaines avaient été juste agressées, si je puis dire. C'est-à-dire que elles avaient réussi à éviter le viol. C'est ça. Et je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas réussi? Pourquoi moi qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui est faible chez moi? Est-ce que c'est de ma faute? Alors, et cette culpabilité, elle est très 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 difficile à décoller. Et je l'ai traînée pendant très longtemps. Manifestement, certaines dans le chat se reconnaissent dans ce que vous êtes en train de dire. Je lis Bakla, là, qui dit: on a du mal à comprendre nous-mêmes pourquoi on n'a pas réagi, et d'où la culpabilité. Et effectivement, quand on lit votre ouvrage, voilà, on baigne là-dedans, dans cette culpabilité. D'autant plus que certaines, vous venez de le dire, elles ont réussi à s'échapper. Elles ont crié, se sont débattues. Mais on comprend que l'effet de sidération n'a pas le même effet, en fait, sur... Mais en fait, la question est mal posée. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se demander pourquoi il a fait ça. Ah bah alors justement, Là, quel problème, c'est l'agression. bien C'est sûr. pas la façon dont on essaye, nous, de faire avec plus ou moins de succès. Et puis, il y a aussi, voilà, que peut-être ce jour-là, on n'avait pas les moyens. Peut-être que ça serait arrivé 2 jours avant, 3 jours après. Voilà, on aurait réussi à s'en sortir. Mais bon, moi, j'ai pas réussi. Et puis après, il y a aussi, pour certaines, un grand nombre, une jeunesse incroyable. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et on pense rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Enfin, voilà. Et on se retrouve dans des situations... Ah ben ça fait partie du truc. Il y a toujours un dominant et quelqu'un qui est dominé. Enfin, lui, il était dans une position de pouvoir où il n'y avait pas d'équivalent. Donc oui, il prenait en plus des femmes beaucoup plus jeunes, débutantes. Bien sûr, il jouait là-dessus. C'était son arme. La question de la frontière entre le sexe et la violence ne passe pas par la zone grise, écrivez-vous. Et là, magnifique phrase. Elle passe par le... Il ne peut pas y avoir des magnifiques phrases tout le temps. Hein, donc J'espère que vous me lisez, David. c'est ce que je veux dire. Mais là, je dis attention, écoutez, là, les amis, écoutez. Voilà. Donc la magnifique phrase, c'est celle-là. La question passe par le choix du sujet. Pour qui le sexe et pour qui la violence? Je suppose que pour Patrick Poivre d'Arvor, et c'est ce qu'il a défendu devant les policiers, c'est ce qu'il a défendu tout le temps, c'était du sexe. Quasiment du libertinage incompris, on va dire. Pour moi, pour nous, pour toutes les femmes avec qui j'ai parlé, c'était de la violence. C'est pas du sexe. Enfin, c'est pas ça le sexe. C'est de la violence sexualisée. Alors, au-delà de PPDA, vous faites des rapprochements avec Johnny Hallyday. Vous rappelez comment Éric de Montgolfier, le procureur, a dit que ça a été la plus terrible affaire qu'il ait eu à subir, puisqu'il a eu un nombre incalculable de pressions. Je raconte de mémoire. Vous rappelez que Bernadette Chirac était elle-même intervenue à la télévision en disant on ne touche pas au trésor national, Johnny, etc. Et donc il n'y a pas eu de suite. Vous parlez de Nicolas Hulot, là aussi à TF1, où il n'y aura pas de suite. Vous parlez donc évidemment abondamment de PPDA. Et donc ce que vous voulez nous expliquer, c'est qu'il y a une impunité encore plus grande dès lors qu'on touche au Star System, en fait.
absolue. C'est une impunité absolue. C'est-à-dire que aucune vedette, à un certain niveau de célébrité, aucun homme n'a jamais été condamné. Certains ont été accusés, mais jamais aucun n'a été condamné. Donc c'est une impunité en béton. Mais là, peut-être, je vais laisser parler Anouk, parce que celle qui a accusé Johnny Hallyday de viol, Marie, elle était là à Nice quand on a fait la signature. Ouais, en fait, oui, Hélène et Marie se sont rencontrées quelques heures avant la signature à la librairie, et ça a donné encore à cette soirée une autre dimension. La présence de Marie, c'est une femme qui a été dans une solitude. Aujourd'hui, l'espèce de chance qu'ont les femmes, c'est de pouvoir se regrouper, de pouvoir se retrouver. Marie, elle a été clouée au pilori, elle a été dans une solitude absolue, elle a été suivie, elle a été menacée. Il y a eu un nombre d'enquêteurs engagés par Johnny hallucinant pour l'intimider. Le procureur de la République en parle à l'époque, de la difficulté qu'il a à gérer cette affaire. Et cette femme finit par être condamnée à de la prison. La finalité de cette affaire, c'est voilà, vous dites il m'est arrivé ça, et c'est vous qui êtes condamné à de la prison. Alors certes avec sursis, mais elle a ça quelque part écrit sur son casier. Voilà, et cette femme, elle a, je sais pas, c'est une battante, c'est une guerrière. Elle est incroyable de gentillesse, de douceur avec ce qu'elle s'est pris, et elle est. Voilà, nous on continue à la voir depuis qu'on l'a rencontrée à la librairie avec Hélène, et voilà, ça fait partie de ces femmes où vous dites mais comment elle traverse la vie, en fait, que quand on s'attaque à Johnny Hallyday, effectivement on s'attaque à un monument national comme à PPDA, comme à Bourdin, comme à Hulot, comme à Epstein, Weinstein, Strauss-Kahn, le fameux coureur. Là aussi tout le monde était au courant. Enfin, là il y a une vraie question de oui, du pouvoir des hommes publics. J'ai encore vu passer, j'ai pas approfondi le sujet, mais sur la prochaine nomination de Polanski, je sais pas où. Voilà, ce sont des vraies questions, mais après tout, là on reparle de l'histoire de la Sambre, le type qui a violé pendant 40 ans aussi dans ce coin-là. Manifestement, il n'est pas très célèbre, mais il n'avait pas le profil quoi pour être violeur. Donc on n'a pas. Il y a vraiment une idée de ce qu'on se fait des violeurs, quoi. Un homme public puissant qui a du fric, il ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Et alors les autres, non plus, manifestement. Donc là, pour Marie, par exemple, elle a compté, il y a 26 magistrats qui se sont penchés sur son cas, sur cette affaire, pas pour essayer de mettre à jour une vérité, mais pour essayer de la faire taire. C'est-à-dire pour essayer de lui faire renoncer à son accusation de viol contre Johnny. À laquelle elle n'a jamais renoncé. Et elle a toujours tenu le même discours avec la même explication, les mêmes voilà. Mais elle a vécu des pressions. Franchement, c'est un petit bout de femme. Vous diriez pas comme ça, mais elle a des épaules. C'est du béton armé, quoi. Parce que 26 personnes qui vous regardent et qui vous traitent de menteuse, faut pouvoir les encaisser. Alors, d'une certaine manière, elle a eu une enquête. Elle n'a pas eu. On lui a pas opposé la prescription. Je parle de ça parce que c'est un élément extrêmement important dans l'affaire de PPDA, puisque ça va être l'argument massu qui va vous être opposé. Hélène, vous écrivez « Elle a bon dos la prescription, elle interdit les poursuites, pas les témoignages. Elle n'oublie pas la justice à se boucher les oreilles. Rien dans la loi ne dit que les faits concordants répétés, même anciens, n'éclairent pas sur les habitudes criminelles de leur auteur. Il ne s'agissait même pas de l'envoyer, PPDA, au tribunal, seulement d'ouvrir une instruction, de continuer à enquêter, chercher d'autres victimes, éventuellement non prescrites, n'a pas été l'option retenue, ça n'a pas été jugé utile. » Est-ce que vous voulez que la prescription soit allongée ? Alors moi, quand j'ai témoigné, je savais que c'était prescrit. Donc je ne savais que mon cas ne serait pas jugé. J'y suis pas allée pour faire, je sais pas, quelque chose. Moi, j'avais l'impression d'avoir réglé mon problème intime et personnel. J'y allais pour témoigner. J'y allais pour d'autres. J'y allais par altruisme. Et la question de la prescription, elle est compliquée. C'est-à-dire que la justice, dans cette histoire, en fait, elle est restée très, très passive
Et encore aujourd'hui, il y a une nouvelle enquête préliminaire qui est ouverte. Oui. Mais une fois qu'on a le profil d'un homme comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des victimes non prescrites. Et moi, j'en connais des victimes non prescrites. Donc, je pense que la police peut les trouver, que la justice peut les trouver. Simplement, elles n'ont pas envie, elles, de faire cette démarche parce que elles voient la montagne d'emmerdement que c'est de témoigner, parce qu'en plus, l'histoire est très médiatisée, donc il n'y a aucune possibilité de garder une vie normale une fois qu'on a témoigné quand on n'est pas prescrite dans cette histoire. Donc je comprends très bien qu'elle n'y aille pas. Mais de la part de la police et de la justice, une fois qu'ils avaient, que nous, les prescrites, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, C'est ça. on avait témoigné, la justice devait s'emparer de l'histoire et chercher d'autres victimes, parce qu'il y en a. Il n'y a pas de raison qu'il se soit brutalement arrêté il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est très peu vraisemblable. C'est pas l'option qui a été choisie. C'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, sur l'instruction, je sais pas, les secrets, j'en sais rien. L'enquête préliminaire l'est aussi, mais je connais des femmes qui sont allées témoigner dans cette enquête préliminaire. J'ai l'impression que la justice attend que le téléphone sonne. Attend que les femmes se manifestent. Point. Il n'y a pas eu d'enquête sérieuse à TF1, il n'y a pas eu d'enquête sérieuse dans tous les lieux qu'ils fréquentaient, c'est-à-dire, et notamment, par exemple, à la maison de Solène. Comme il aimait les anorexiques et que il y avait cet endroit où elles étaient très nombreuses, où il allait de temps en temps. Il faut dire ce que c'est que la maison de Solène, c'est à Paris. C'est à la maison de Solène. Ouais. Non, je vous laisse dire. Non, c'est vous la pro. La maison de Solène, c'est une institution qui s'occupe du mal-être psychique des adolescents, qui est quelque chose de remarquable, et notamment des adolescents anorexiques. Et ça s'appelle Solène à cause de la fille de Patrick Poivre d'Arvor, donc qui s'est suicidée. À un moment, il était question de la rebaptiser, cette maison, quand on a commencé à comprendre qui était le personnage. Moi, je ne crois pas qu'il faille la rebaptiser. C'est-à-dire que cette fille a souffert dans des conditions familiales, avec un père qui était ce qu'il est, et que ça veut dire quelque chose. Mais il n'y a pas eu du tout d'investigation de ce côté-là. Alors, à l'inverse, il y a une enquête en cours contre vous, si j'ai bien compris. Vous êtes poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Alors, les agresseurs, en général, ont tout un arsenal juridique pour... on dit que ce sont des mesures bâillons, mais en fait, ce n'est pas des procédures bâillons, c'est des procédures de représailles. C'est-à-dire qu'une fois qu'une femme a parlé, il y a tout un arsenal de représailles qui se met en place. Parmi ces représailles, il y a la diffamation, c'est-à-dire attaquer quelqu'un en disant que ce qu'il dit est faux. Patrick Poivre d'Arvor a attaqué Le Parisien et Libération en diffamation. Le procès du Parisien doit se tenir normalement le 4 juillet. Et on espère beaucoup qu'il va maintenir sa plainte parce que à ce moment-là, ça nous donnera une possibilité de venir raconter, nous, dans l'enceinte d'un tribunal, ce qui nous est arrivé. Et nous-mêmes, il a pris, alors je ne sais pas sur quels critères, 16 des 23 femmes qui avaient témoigné dans la première enquête, et il nous attaque en dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire qu'en fait, il a déposé une plainte contre nous, qui a été classée sans suite au bout de 2 jours, c'est-à-dire que la justice l'a pas du tout pris au sérieux, et il s'est porté partie civile, donc ce qui ouvre une instruction, etc. Nous attaquer en dénonciation calomnieuse, c'est pas tellement qu'il y a une chance qu'on soit condamné, et on aimerait beaucoup qu'il y ait un procès, mais voilà, pour l'instant on n'a même pas reçu la plainte, donc je sais pas quand ça pourra avoir lieu, mais c'est surtout pour faire peur aux autres. C'est-à-dire que quand on est attaqué, il faut prendre un avocat, il faut se défendre, voilà. Et alors sa dénonciation calomnieuse, elle est construite sur l'idée qu'il était trop séduisant, qu'on était folle de lui, qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc c'est lui qui a dit non. Et donc on a rongé notre amertume et on a préparé un complot pour se venger aujourd'hui parce qu'on a été éconduite. Ça va être dur à prouver quand même. Quel narcissisme quand même. Oui, on rigole aussi. Il faut quand même beaucoup s'aimer pour penser à un truc pareil.
Oui. Oui, mais dans le texte de sa dénonciation, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les femmes sont fascinées par l'argent, le pouvoir, l'uniforme. Et ça m'a laissé un peu bouche bée. Est-ce que PPDA vous demande Kahoff a porté plainte contre vous, Hélène, après l'apparition du livre et Kahoff dit que c'est ce c'est ce que sous-entendait son avocat. Ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de plainte en diffamation contre le livre. Pour l'instant, ni mon éditeur ni moi n'avons reçu c'est plié. De toute façon, de... c'est 3 mois la diffamation, non? Oui, oui, normalement, c'est bon. Donc c'est bon puisque c'est sorti en septembre 2022. C'est écrit là, hein, septembre 2022. Oui. Donc c'est Donc, il y bon. avait Bah jusqu'à bravo, Noël, on bah a bravo, guetté le papier bleu. bravo. Ouais, j'imagine. Mais, et là, je vais revenir à ce qui s'est passé à Nice. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de plainte en diffamation. Il y en aurait une, j'étais prête à discuter mot à mot sur le texte. En revanche, quand Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, passe devant la librairie d'Anouk et Maud, et qu'il y a le livre, et qu'il y a écrit impunité, et qu'il y a écrit violeur, on vous voit, victime, on vous croit, alors là, il y a une censure. Et une censure qui vient pas de n'importe où, qui vient de la police, qui vient des autorités, qui vient peut-être aussi de la ville de Nice. Ça veut dire que pourquoi Darmanin ne devrait pas, pourquoi il pourrait pas voir ces mots qu'on voit à l'antenne? Quel est le problème? Alors, il faut bien expliquer la situation. Donc tout à l'heure, j'ai montré le joli carton rose. Le joli carton rose du mardi qui précède, enfin du mardi 6 décembre, où vous venez faire une signature rencontre à la librairie. Les parleuses, c'est bien ça, hein, le nom? Oui, Voilà. oui, c'est ça. Et donc, Anouk, il y a des colleuses qui sont venues mettre ça, et Gérald Darmanin est en ville à ce moment-là. Bah, pour être complètement les colleuses, c'est nous qui les avons contactées. C'est une Enfin, Hélène commande, vient le ouais, mardi. ça se sent un peu. Bah, voilà, on se dit qu'on va faire des blagues et que voilà, on a Oh, beaucoup ouais, ouais, c'est d'humour bien, et c'est bien, que c'est bien. d'habitude elle colle que à l'extérieur. Bah là, on en met aussi à l'intérieur, comme ça quand on Ce enlève, qui va bah il y en a poser un toujours. problème technique, si j'ai bien compris. Ah bah ça oui, du coup, c'est un gros problème technique pour la police. Mais nous, on apprend un peu par hasard en plus que le ministre de l'Intérieur vient, on n'est pas prévenus. Notre local, il se situe, je sais pas, à 15 mètres de l'entrée du futur plus grand hôtel de police européen. Là, on va avoir, de la police municipale, de la nationale, du Ah, c'est CRS, vous! enfin ça Oh, c'est génial! nous, juste en face. Et du coup, bon, Eh, ça bah, va faire du client. effectivement, ah bah là, on va changer notre carte. Ouais, on va changer notre proposition, On va littéraire peut-être oui, aussi, c'est ça, je pense que et on va renvoyer vos livres déjà parce que, oh oui, non, gardez pas ça. on risque voilà et donc du coup, on se dit: «Bon, bah, on a des locaux hyper vitrés», voilà. On appelle une de nos clientes dont on sait qu'elle connaît quelques colleuses, et puis on leur dit: «Ah, qu'est-ce que vous en pensez?» On se met d'accord, sur les 4 phrases, qu'on affiche et puis on se donne rendez-vous à 7:00 du mat, mais on n'y a pas été en pleine nuit, quoi. On est rentrés dans notre librairie, tout le monde nous a vu rentrer, il y a la police municipale qui était déjà là, qui nous a vu coller, enfin, on avait allumé quelques lumières, et puis on repart et puis on va à l'école à 8:30 déposer les enfants et puis on retrouve les colleuses vers 8:35, au petit café à côté de la librairie et ce jour-là, il pleut à Nice comme rarement, il vente comme rarement, c'est genre un espèce de déluge et là, on voit une, voiture de la métropole, débouler devant la librairie, jeter des draps noirs et des bouts de bâton, au CRS qui se mettent à construire des cadres. Donc c'est-à-dire qu'on voit des mecs à 4 pattes avec leurs petits clous et leur marteau pour construire un cadre noir pour mettre devant les vitrines, quoi. Et voilà, ça c'est du fait maison, fait sur place, sous la flotte, sous le vent. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit qu'on rigole bien quand même parce que c'est un peu pitoyable de les voir galérer, faire ça.
Et puis après, il y a quand même 20 flics devant notre librairie, donc on a un sacré comité d'accueil, donc on rigole, mais on rigole en serrant un peu les dents et en se demandant ce qui nous attend, quoi. Et puis là, on envoie une petite photo à Hélène, on lui dit: «Bon, ça craint ou ça craint cette histoire quand même?» Parce que les 4 slogans qui sont affichés, les 4 slogans, dont un est le titre d'un livre, c'est des choses qu'on peut voir dans des manifestations. Enfin, il y a rien de diffamant, on n'est pas 2 idiotes, on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait afficher. On dit juste, bon, le ministre de l'Intérieur, bon, qui lui-même est un peu empêtré dans une affaire, mais voilà, un peu seulement, puisque la justice a encore dit que s'était presque rien passé. Et on se dit, bon, voilà, c'est la continuité de notre action. En réalité, Hélène, elle vient le mardi, on parle de tout ça, le ministre de l'Intérieur, on a envie de lui dire, ouais, il y a quelques petits commerces à droite, à gauche qui sont un peu fâchés avec toutes ces histoires et qui ont envie que tu vois, quoi. Surtout qu'il n'a pas vu, il n'a pas regardé, et qu'on l'a vu partir, on l'a vu arriver, et voilà. Donc il y a eu un formidable effet stressant, mais il y a quand même quelqu'un qui a pris une décision, à un moment donné. Alors attendez, Et c'est pas la police municipale. juste avant que vous poursuiviez, effectivement, c'est en lisant la tribune d'Hélène, qui faisait part de vos mésaventures, que j'ai connu l'existence du livre. Donc l'effet bœuf, bravo les gars. Ah là, ils ont tout réussi, quoi. Ah ouais, génial. Donc ça, c'est la tribune d'Hélène, quelques jours plus tard, même non, Le le lendemain. lendemain, ouais. Le Là, lendemain on sent le matin, réflexe journalistique, là. C'est chaud. Hop. C'est publié le 10, je crois. Le 10 décembre, et ça vous est arrivé le 9. Donc voilà. Hélène, voilà. Comme si le féminisme devenait hors la loi à l'approche de Gérald Darmanin. Vendredi à Nice, les forces de l'ordre ont tendu une bâche noire sur la devanture d'une librairie pour cacher des collages féministes avant la visite de Gérald Darmanin dans la ville. Mais l'opération n'a fait que montrer ce qu'elle voulait cacher, l'impunité accordée aux puissants, explique la journaliste qui accuse PPDA de l'avoir violée en 1993. Je trouve que c'est très grave, c'est-à-dire Bien sûr. qu'il y a dans cette histoire une solidarité de violeurs, c'est-à-dire que quand le ministre passe, on doit nous effacer. On ne peut plus nous entendre, on doit nous cacher, nous bâcher. Il y en a un à qui ça a fait plaisir, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Là, il y a une démonstration de quel côté l'État met des moyens, et c'est pas pour nous entendre, c'est pour nous effacer. Après, il y a aussi j'ai vu quelqu'un qui disait c'est le village Potemkin. En fait, un village Potemkin, il faut peut-être rappeler ce que c'est. Potemkin, c'était un ministre, je crois, de Catherine II de Russie, qui, pour lui faire croire que le pays allait bien, faisait des fausses façades quand elle se promenait pour que les villages aient l'air riches et joyeux. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on doit disparaître pour que le ministre de l'Intérieur n'ait pas les yeux salis par un livre, par des mots, par des slogans. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Vraiment pas. Et fermer une librairie, censurer un livre, 1 heure, un jour, un mois, un an, c'est la même chose. Il y a un truc qui démocratiquement ne tourne pas rond. C'est la suite des banderoles arrachées de manifestants qui protestaient, par exemple, contre la venue de Macron il y a quelque temps, etc. C'est-à-dire que de plus en plus, des gens font ça. Mais alors justement, dans votre tribune, Hélène, vous laissiez planer le doute sur qui avait fait ça et qui avait donné l'ordre. Anouk, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de ça ? Rien. On ne sait rien. J'ai reçu la semaine dernière une lettre de la mairie de Nice. J'ai reçu la visite il y a 15 jours, 3 semaines de l'adjoint à la culture qui nous apporte son soutien. Bien sûr. La mairie de Nice se positionne absolument pas décisionnaire là-dedans. Ok. C'est écrit noir sur blanc, avec une volonté de la mairie de montrer son attachement à la liberté d'expression. Voilà, chacun se fera son idée. La différence, vous faisiez référence aux banderoles qui étaient arrachées chez des particuliers. Oui. La spécificité, c'est que nous, on est un commerce alors particulier, on vend des livres. Le livre est un bien en France assez particulier. Il a un prix fixe. Vous allez chez moi ou à la Fnac, théoriquement, vous payez la même chose. Donc c'est un commerce qui a une spécificité. Et encore une fois,
j'ai le droit de mettre sur mes vitrines ce que je veux, quoi. Notamment quand voilà, ça ne porte pas préjudice ni au ministre ni à personne. On n'a pas été, enfin, aucun des slogans ne tombait sous le coup de la loi. Donc il y a des questions qui disent mais est-ce qu'il y a un cadre légal? Évidemment, bien sûr que non, il n'y a pas de cadre légal. On nous a empêchés d'ouvrir, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. On nous a contrôlés, on est venu nous demander, enfin on est venu bâcher ce qu'on avait écrit, c'est une atteinte à la liberté d'expression, et on nous a empêchés d'ouvrir la librairie. Il y a une dame qui est venue, qui a voulu acheter un livre, et la police nous a dit non, vous n'ouvrez pas. Voilà, donc ça c'est une réalité. Et là, bon, on va voir ce que ça donne. On a rendez-vous au tribunal administratif fin février, début mars. On a une avocate formidable, Lorraine Questiot, qui a pris l'affaire en main et qui a déposé des requêtes en notre nom, au nom de la librairie et au nom de Hélène Devinck, auprès du tribunal administratif, parce qu'elle estime que c'est une décision qui se situe quelque part dans les strates de notre administration et qu'il va falloir, devant un juge administratif, répondre de voilà, qui a décidé quoi et comment ça se met en œuvre. Donc la mairie de Nice nous a déjà répondu c'est pas nous. Et vous Mais nous c'est ce qu'ils avaient expliquiez, déjà répondu. à nous qu'en début d'émission, que vous avez discuté un petit peu avec les. Donc c'était des policiers, on est bien d'accord? Alors devant la librairie, il y avait 2 policiers qui étaient en civil, qui ont été très discrets, et la seule femme faisait partie de ces 2 policiers en civil, à je sais pas, reculer en nous voyant, symboliquement, je sais pas trop si elle assumait ce qui se passait. Et après, il y avait des CRS et de la police nationale. Et nous, on a discuté, le chef de groupe était un policier de la police nationale, le fameux qui disait que PPDA avait vraiment pas besoin de violer. Voilà. Mais du coup, vous vous posez des questions parce qu'au départ, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. On nous a fait un peu la leçon sur la nécessité d'avoir ces papiers en permanence. On leur a dit, mais vous savez, nos papiers sont dans notre ordinateur à l'intérieur, scannés, vous pouvez les voir. Ah oui, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est bien vous? Bon, je sais pas, moi, le vendredi matin, quand j'arrive à 10h moins le quart devant un commerce, c'est que manifestement, j'ai un peu envie de travailler, de faire mon boulot et que je vais pas me rendre intéressante. Donc voilà, ils ont vérifié à l'intérieur, ils ont fait sonner nos téléphones portables plusieurs fois pour être bien sûr qu'on n'avait pas changé de numéro. Enfin, voilà, on sait très bien qu'on est identifié maintenant. Au cas où on ne l'était pas avant, les librairies féministes voilà, sont identifiées. Et Darmanin, il venait quoi, poser la première pierre du commissariat ou... Nous, ça fait 4 ans qu'on est installés ici, ça fait 4 ans qu'on nous dit que ça va ouvrir. Ouais. Bon, donc pour l'instant, voilà. Là, il y a des travaux un peu qui ont commencé, parce que j'aurais pu vous faire un petit film. Maintenant, on n'a plus des bâches, mais on est recouverte de trucs de travaux où vraiment, pour venir nous voir, faut savoir où on est, quoi. Là, on est bien caché, c'est bon, plus personne n'y a accès visuellement. Ouais. Ça fait 1 an qu'on a un échafaudage autour de la librairie qui s'est installé de manière discutable. Enfin, voilà, C'est violent, quand même. On est bien caché. Voilà, Bon, maintenant on sait où on est, grâce au ministère de l'Intérieur, auquel on ne manquera pas d'envoyer une lettre de remerciement pour cette campagne de publicité. Voilà, il y a quand même une vraie question qui se pose sur la nécessité de cacher, parce qu'en réalité, géographiquement, quand bien même Gérald Darmanin serait sorti de ce bâtiment, il n'aurait jamais vu à cette distance ce qu'il y avait écrit sur nos vitrines, au fond. Bon, tenez-nous au courant quand même. On vous fera des petites vidéos quand on sera à Nice avec Hélène en train de crier devant le tribunal. Non, on sera là. Oui. Non, si vous avez encore quelques minutes, j'ai quelques questions du chat à vous remonter. Monsieur ZD demande à Hélène, avez-vous des témoignages sur des pertes de mémoire? C'est aussi une chose qui peut arriver, la sélectivité du cerveau pour résister, je pense. Le chat a Alors, je pense qu'il fait allusion à l'amnésie, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Qui est le fait de court-circuiter le moment traumatique pour survivre. Moi, j'ai pas vécu ça. Ça veut pas dire que c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand quelque chose de très très violent arrive comme ça, on veut pas que ça soit arrivé. Donc on fait tout, on bloque, on fait tout pour se dire que ça n'existe pas.
Et c'est ce que j'ai fait moi. Je raconte dans le livre, j'ai fait un petit sarcophage bien scellé que j'ai mis dans un coin de ma tête pour plus y penser. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une amnésie traumatique parce que je savais très bien. Mais ça arrive à certaines femmes qui mettent des années, voire des dizaines d'années à comprendre. Et puis ensuite, quand les choses se sont passées il y a longtemps, il y a un trouble sur est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire, est-ce que et c'est très très compliqué d'intégrer l'agression dans son réel. C'est d'ailleurs un des arguments de ceux qui voudraient que la prescription soit allongée, en disant que, il faut beaucoup, beaucoup de temps en fait pour, pouvoir, parfois se rappeler ou se dire, «Allez cette fois je vais parler quoi». Et dans la prescription, dans notre histoire, par exemple, qui est une histoire qu'on dit de sérialité, c'est-à-dire où les choses se répètent, se répètent, se répètent, elle ne bénéficie qu'à l'agresseur, soyons clairs. La société n'a rien à gagner à ce que cette histoire soit prescrite. Personne n'a rien à gagner à ce que cette histoire soit prescrite. Donc, même les plus fervents défenseurs de la prescription pourraient s'interroger en cas de sérialité, c'est-à-dire si les choses se répètent tellement, est-ce que ça ne peut pas tomber? Alors c'est le cas quand les agressions concernent des mineurs, pour les pédocriminels qui répètent pendant des années et des années les mêmes choses. Je ne vois pas très bien pourquoi ce ne serait pas pareil pour nous. Avez-vous lu le livre de Florence Pourcel, vous demande l'Auvergnat-Terreloup, J'ai lu le intitulé livre de Honte? Florence, hein. J'ai lu ces 2 livres, Pandorini qu'elle a écrit, avant de porter plainte et Honte qui vient de sortir, où elle raconte, quelque chose de très important. Oui, en fait, ce qui lui est arrivé à Florence, c'est que le sort qui lui a été fait était tellement violent. Moi, quand j'ai vu qu'elle avait porté plainte, je lui ai écrit un petit mot sur Instagram, je la connaissais absolument pas, pour lui dire: «Je vous crois et je suis bien placée pour savoir de quoi vous parlez». Et puis voilà. Derrière, Patrick Poivre d'Arvor est venu à Quotidien dire qu'elle était folle, érotomane, qu'il s'était jamais rien passé, et il était très convaincant. Et sa défense a été tellement agressive vis-à-vis de Florence que c'est ça qui, moi, m'a décidé à porter plainte. En plus que je savais par ailleurs qu'il mentait. Et donc Florence, dans ce livre, elle revient avec beaucoup de distance, enfin, et sur le sentiment de honte qu'elle a vécu, qui a été terrible. C'est-à-dire qu'à un moment, plus personne ne la croyait. C'est un détail, mais je me suis gouré, c'est l'Auvergnat-te, et non pas, voilà, bravo, 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 bravo. Comment votre livre a été reçu dans le milieu médiatique? Euh, alors, on va commencer par. Il y a des journaux qui sont toujours proches, on va dire, du pouvoir et qui n'en ont pas parlé, mais ils sont très peu nombreux. Le livre a été extrêmement bien reçu, ce qui a été pour moi une chose très très importante, c'est-à-dire que ça a inversé la place qui, dans un premier temps, avait été donnée à Patrick Poivre d'Arvor, m'était donnée, et par le biais de mon livre, à nous toutes Oui. qui avions témoigné. Et ça a été plus d'un an de travail, d'explication, de pédagogie pour faire comprendre cette affaire. Non, le livre a été très, très bien accueilli. Je peux me permettre d'ailleurs de rajouter une chose sur ce livre que j'aime beaucoup, qui est juste un avis de libraire, et moi je suis sensible à la langue, et Hélène raconte des choses absolument affreuses. J'ai vu passer voilà, cette sensation de nausée, elle est là, mais elle est portée par une langue et une écriture. Je lui ai déjà dit, donc voilà, je le dis tranquillement. Enfin, Hélène écrit merveilleusement bien, et ça aussi, il faut le dire, parce qu'elle parle d'un sujet de société qui est, mais elle l'écrit. Enfin, vous êtes pris dans les récits, vous n'avez pas le choix. Si vous l'ouvrez, c'est fini pour vous, vous le finirez, quoi. Voilà, c'est merveilleusement bien écrit, en plus de ce que ça raconte. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 mais c'est non, 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 mais mais bien voilà, sûr. il y a plein de livres, pour en avoir lu quand même maintenant un petit peu, j'ai lu les livres de Sarah Abitbol, de Camille Kouchner, de Vanessa Springborn. Enfin, j'ai quand même une culture là-dedans qui commence à être respectable, et
peut noter des différences d'écriture parce que je suis quand même sensible à la forme et que, en tout cas, voilà, celle d'Hélène a une particularité, a un ton, a un style que j'ai trouvé voilà, bouleversante. Voilà, l'écriture est bouleversante. Non, Ça ça me Ça aussi, il touche faut le beaucoup, dire. Anouk, et ça me permet d'ajouter une chose, c'est que il y a aussi une difficulté quand on raconte ce genre d'histoire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un livre MeToo, et on peut être très vite classé dans le témoignage. C'est ça. Et qui, dans les librairies, voilà, voilà, c'est honorable, c'est courageux, mais c'est un témoignage. Pour qu'on nous accorde sur ces sujets le statut de littérature, il y a encore du travail. Et ça, on a du mal à y arriver. C'est comme si c'était des récits qui ne pouvaient pas prétendre à la littérature. Alors, ça me permet de répondre à une question qui m'est posée, mais autour de votre ouvrage, par Kaof, encore elle. Question pour Dave Duf. Est-ce qu'après la lecture du livre d'Hélène Devin, ta vision sur les VSS, violences sexuelles et sexistes, a changé, évolué? Étant de la même génération que toi, mais du sexe opposé, je serais curieuse de le savoir. Je l'ai dit tout à l'heure, oui, et je pense que c'est par la littérature. Parce que le bouquin est particulièrement écrit que j'ai peut-être plus accroché que le livre de témoignages qui devient en effet un genre en soi et tout, je veux dire, tout chouette qu'il soit. Là, il y a autre chose qui tient pas uniquement au style, mais qui tient au fait que vous tirez de toutes ces histoires une analyse qui s'adresse aussi aux hommes, quoi. Voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai lu, moi, en tout cas. Alors que je m'y attendais pas. Hein. Au début, je m'attendais pas à ça. Vous avez cru que c'était une histoire de femme. Ouais. Ouais, puisque vous avez invité une libraire et que. Et puis dans le chat, on dit super libraire, super libraire. Ouais. Non mais. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai un éveil. Enfin, j'ai l'impression de continuer à me réveiller chaque jour. J'ai l'impression de comprendre encore quelque chose. Enfin, c'est un travail au long cours, cette réflexion autour des relations des hommes et des femmes. Et si j'ai au-delà du livre d'Hélène. Qui me semble essentiel dans notre société française. Vraiment, c'est la base d'un combat. Elles ont posé des fondations, ces femmes. Voilà. Et si vous avez la flemme de lire, commencez par l'émission de Mediapart pendant 2 heures. Après, vous aurez tout à fait envie de le lire si on n'a pas été assez convaincant ce matin. Mais il y a le travail d'une femme qui s'appelle Dorothée Ducy et qui, me semble-t-il, explique très bien aussi le ruissellement, ce mot qu'aime bien notre président. Non, qui c'est qui ruisselle? Bon, je sais plus. Oui, mais c'est lui. C'est lui qui ruisselle. Mais voilà, le ruissellement des violences sur les enfants, des violences sexuelles sur les enfants, ce que ça peut donner dans une société d'adultes après. Les chiffres sont édifiants, je pense sous-estimés. Voilà, je crois que là, il y a un nœud et le travail de Dorothée Ducy est magistral. Dégueulasse, mais magistral. Le berceau des dominations, je crois qu'il a été réédité récemment, Anne, non? Ouais, hop, pardon. Ouais, ça c'est. Ça sent le. Il y a eu de la répète là. Il y a eu de la répète. Non, mais je me suis bien assise dans la librairie. J'ai choisi mon coin. Alors, Anouk, juste un tout petit truc. Faites un vrai site, quoi. C'est pas possible. Vous avez une page Facebook. Non, mais ça, c'est pas possible. Non. L'autonomie, ça commence par là. Faites un site, bon sang de bonsoir. J'ai essayé de trouver... Non, mais si. Oui, non, mais... la page Facebook, c'est quoi, ça? Mais j'ai Facebook depuis 4 ans. Moi, je sais toujours pas m'en servir. Ça me... Voilà, de toute façon, je crois que... Oui, je vous le confirme. Il n'y a aucune trace de ce qui vous est arrivé. C'est incroyable sur votre page. Facebook En fait, c'est. Ouais, mais non, mais moi, j'ai que Instagram sur mon téléphone et ça me crée déjà beaucoup de crises d'angoisse, donc j'essaye de limiter tout ce qui est numérique. Mais c'est vrai qu'en plus, ça ressemble même pas à ça, la librairie maintenant. Donc, oui, alors, voilà. Donc, on peut y manger aussi ou pas? Parce que là, je vois des gâteaux. Je fais des gâteaux, c'est vrai. Je fais des gâteaux. Je fais des gâteaux. On peut manger, on peut boire aussi. On peut boire, on est la seule. Enfin, je crois qu'on est peut-être une des rares librairies à avoir une licence 4. Ce qui est quand même un peu particulier. Ça fait plein de raisons pour lesquelles il faut venir. Donc vous êtes en face du prochain plus gros commissariat d'Europe. Vous imaginez comme ça me parle? Je me doute.
On peut Vous boire des bières, du vous avez un studio pastis en et haut du là? vin. En haut de Ah l'échafaudage ouais, il y a là? tout ce qu'il faut. Bon, Il y a tout ce qu'il faut. bon, Il y a une super, petite mezzanine dans la librairie des enfants, vous avez de quoi tourner. super, super. Bah, merci infiniment à toutes les 2 d'être venues. Un petit coucou à Mireille Paolini, c'est éditrice difficile, née un 2 avril comme moi, bélier, et qui est votre éditrice, Hélène, aux éditions, du Seuil. Voilà. Merci, Il fait un c'était travail fort. remarquable. C'est Incroyable. c'est C'est vrai? une éditrice de elle est géniale, cette femme est géniale. Vous croyez? Elle est Ah dure, ouais. elle est dure à l'affaire. Elle est dure à Ah l'affaire. ouais. Non, elle est super, bien sûr, bien sûr. Alors, merci, c'était fort, nous dit Renan. Merci, nous dit Guild. Merci, mesdames, nous dit Jujukin. Un grand merci à Hélène pour son livre poignant, bouleversant et pour son combat contre l'impunité et sa belle sororité. Et force à Anouk pour sa librairie installée en Estrosistan, c'est Kaof. Merci, dit Blanca Deloche. Merci, dit Uki. Merci à vous, dit Medleb. Fauneflore, merci. Oh, bah, ça n'arrête pas. DY, merci. Curieux, super, merci pour tout. Merci d'être venu et de votre combat. Merci. C'était passionnant. Ça donnerait presque envie d'aller à Nice. Faut pas pousser. Merci aux invités, dit Sylvie. Merci David. Merci au Supermodo. Voilà. Salut. Serez-vous ouverte le 20 février? C'est un lundi. Je crois pas. Mon week-end reste un dimanche-lundi pour le moment, mais parfois je suis caché dans la librairie pour faire des vidéos comme ça, donc faut venir, on sait jamais. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Merci, très impressionné par votre courage, dit la CSTK, très émouvant. Merci, dit Valeur Anarchiste. Merci pour cet entretien, dit Sentier Battant. Merci pour ces témoignages importants, etc. Voilà. Bon, merci à vous, David. Bah, Merci je vous en David prie. de cette invitation, c'était super. C'était Merci un, beaucoup. c'était un plaisir, si je puis dire, enfin, c'était un plaisir de discuter avec vous, même si le sujet il est, voilà. Bah, je vous salue. Merci Au beaucoup. revoir, Moi, je vais David. continuer à papoter Bonne journée. avec les amis. Bonne journée à Bonne vous, bon journée, courage. au revoir. Et tenez-nous au courant. Hein. Tenez-nous au courant C'est- s'il y a des problèmes avec la On marée n'hésitera chaussée et tout pas. ça. Hein. On vous fait des petits films, promis. Ah ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Hélène, au Merci. revoir. Au revoir, merci beaucoup. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Post VSS, l'impunité et le silence qui ment, avec Hélène Devinck et Anouk Aubert, libraire. Merci aux immenses modos de la paix et Ed Techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site oppost.fr, emmené par les pétaradants Sylvia, Nicolas, Emeric, Alex et tous les autres. Merci à l'équipe intrépide de Blast pour le partenariat intrépide.